Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Notre invité s'appelle Didier Assogba. Il est éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Tchad et de ce groupe de sages pour ramener l'opposition à la table de discussion. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va super bien. Allez, associer les mécontents au dialogue national inclusif au Tchad. Telle est la mission que compte mener un groupe de sages qui a pris langue avec les mécontents. L'ancien président Gougouni Odei, qui a déjà fait office de médiateur auprès des rebelles, Monseigneur Edmond Ditanga, évêque de N'Djamena, des chefs de communautés musulmanes et protestantes et le général à la retraite Guara Lassou. Lassou compose cette équipe d'aînés qui veulent jouer aux facilitateurs afin de faire changer d'avis les récalcitrants au dialogue. Didier Assogba, cela veut dire que l'absence des groupes comme le FATS, l'absence des partis politiques comme les transformateurs et autres, on en a parlé, et puis la société civile à ce dialogue n'avantage pas le pouvoir de N'Djamena. De toute façon, dans ce genre d'exercice, il n'est jamais facile de pouvoir composer. Le pouvoir de transition, donc je veux dire les militaires au pouvoir, pensaient pouvoir facilement dérouler ce dialogue et pensaient que leur premier problème était les groupes rebelles. Et ils ont accentué l'essentiel des efforts autour des discussions et des négociations avec les groupes rebelles. Vous avez vu cette médiation menée par le Qatar notamment et qui aboutit à la signature d'un accord entre les militaires au pouvoir et un certain nombre de groupes rebelles, une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine, pour participer à ces discussions. Oubliant que s'il doit y avoir de rébellion, ça vient de quelque part. Ça vient de la population, il y a des mécontents dans le pays et la population est amenée, encadrée par un certain nombre d'entités, notamment la société civile. Et vous en parlez tout à l'heure, vous avez les groupes d'action citoyenne qui se sont constitués, il y a Wakitama qui est là-bas, et puis il y a les traditionnels partis politiques et qui sont également là, qui mènent la danse, qui mènent les discussions, qui ont toujours leur place, leur importance et voilà, leur poids et leur importance dans le pays. Et donc, quand vous occultez tout ce beau monde-là et vous ne prenez pas au sérieux leurs revendications, vous ne donnez pas du crédit à leur volonté, à tout ce qu'ils cherchent, et ils ont vite fait de brandir l'arme du boycott et c'est le pouvoir qui serait en difficulté. Il ne sert à rien aujourd'hui au niveau du Tchad, après tout le temps perdu, de mener un dialogue avec les groupes rebelles et un certain nombre d'alliés de l'ex-parti politique, enfin, les ex-pouvoirs de Idriss Déby, Itno, même si tout a changé pour que rien ne change. Aujourd'hui, quand on laisse de côté tout ce beau monde-là, des organisations de la société civile qui mènent la danse de la contestation et tout ça. Les partis politiques qui ne participent pas, oui, il y a certainement un souci. Ça veut dire que quand on va finir de dialoguer avec ceux qui sont là actuellement à la table de discussion, il faut revenir dialoguer avec ceux-là aussi. Donc ça va être un travail décisif et il va de soi que le pouvoir actuel de transition comprenne que ça ne sert à rien de courir, mais il faut partir à point. Il faut partir à point et notamment en essayant de mobiliser l'essentiel des acteurs de la société tchadienne qui doivent participer aux discussions et poser les bases, comme nous l'avons dit dernièrement, poser les bases d'une république, poser les bases d'un état de droit et poser les principes de règles, principes fondamentaux devant aider à la gestion consensuelle du Tchad. Cela va de soi que ces discussions se mènent. Alors, comment vous voyez la composition de ce groupe de sages? On parlait tout à l'heure de Gougouni Ouédei, l'ancien président de la République, qui a déjà fait office de médiateur auprès des rebelles. D'abord, lui. Oui, vous savez, dans ce genre d'exercice, on ne peut pas ne pas composer avec quelqu'un qui a eu à gérer le pays. Oui, un ancien président, un ancien premier ministre, des gens là, ils ont certainement des informations
sur les composantes de la société tchadienne. Ils ont beaucoup d'outils, beaucoup d'esprit d'analyse. Ils maîtrisent beaucoup de leviers du pays. Et donc, c'est nécessaire que l'ancien président ne soit pas mis de côté. S'il ne devrait pas être là à la table des discussions, il faut quand même qu'il joue un rôle de premier choix, et notamment un rôle de mobilisation, un rôle même de travail en amont qui amène les participants et les acteurs de la société tchadienne à s'entendre sur le minimum avant d'aller au dialogue. Oui, ça va de soi que l'ancien président soit membre de ce groupe-là qui essaye de prendre langue avec les partis qui sont, je ne vais pas dire récalcitrants, mais qui sont réticentes actuellement à participer aux discussions telles qu'elles sont menées actuellement et qui ne leur conviennent pas. Alors, il y a également Monseigneur Edmond Ditangar qui, quelquefois, est virulent contre le pouvoir en place, surtout le pouvoir du défunt, j'allais dire, président Idriss Déby Itno. Oui, vous connaissez la position de cet archevêque. Et ça va de soi également qu'aujourd'hui, on le mette à contribution. C'est-à-dire, il y a des choses que tu reprochais à la gestion du Tchad. Aujourd'hui, il y a une possibilité de réformer, de revoir les choses autrement. Et je crois que c'est l'occasion pour lui d'apporter sa pierre à l'édification de la nation tchadienne. Si c'est en essayant de prendre langue avec les partis, enfin ceux qui sont encore réticents à participer aux discussions et qui posent également eux aussi de vrais débats, c'est-à-dire les principes même, les préalables à remplir avant d'entamer les discussions avec les militaires au pouvoir. Oui, comprenant lui-même, ayant des appréhensions contre les militaires, comprenant lui-même la nécessité de remplir un certain nombre de préalables, il faut l'amener dans le groupe de sages, une éminence comme cet archevêque de N'Djamena est assez, on va dire, importante pour participer, enfin, pour amener à ratisser large, ratisser notamment, il y a une question également d'idéologie, d'appartenance religieuse, et donc, vous savez, la communauté catholique de là-bas, du Tchad est très importante également, à part les communautés musulmanes également et d'autres entités religieuses. Il faut aujourd'hui mettre à contribution les autorités religieuses, et donc l'évêque, enfin je veux dire l'archevêque, a un rôle important à jouer, c'est de travailler à ce qu'il y ait un consensus de base, du moins quelques préalables à remplir, et il est dans les couloirs, il prend langue avec les deux parties. C'est nécessaire qu'il participe, sachant que lui-même, n'étant pas forcément pour les militaires au pouvoir, il n'est pas non plus militant de la société civile ou des partis politiques. Il est, on va dire, un homme neutre, mais qui veut quand même le bien du Tchad. Donc, quoi de mieux de l'associer? On dira la même chose de l'ancien président dont on a parlé tout à l'heure. À travers ce groupe de sages, on voit également l'influence, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, des communautés musulmanes, protestantes et autres communautés, puisqu'on va consulter également leur chef. Oui, bien sûr. On peut pas, comme je disais, on ne peut pas reformer aujourd'hui le Tchad sans les autorités religieuses. Ces autorités-là, ils tiennent pratiquement le Tchad entre leurs mains. Vous avez composé notamment majoritairement de musulmans, composés également par une bonne partie de catholiques. Les protestants sont là et d'autres communautés également religieuses qui sont là. Il faut naturellement que si on veut avoir un consensus réel à l'issue de ces discussions-là, que tous ces bons mondes, ces autorités apportent leur pierre à l'édification, apportent de leur génie pour la mobilisation, la prise de langue entre les partis. Là, actuellement, il y a un souci avec le dialogue lui-même tel qu'il a démarré. Et aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là parmi les réticents. Parmi ceux qui posent encore des préalables pour participer au dialogue, il y a notamment des hommes
qui sont des catholiques, il y en a qui sont des musulmans, il y en a qui sont des protestants, il y en a qui appartiennent à d'autres communautés religieuses. Et donc, si on joue sur ces leviers-là, on pourra les ramener à de meilleurs sentiments, surtout qu'eux aussi, en retour, posent des préalables, demandent notamment au pouvoir de revoir le quota de ceux qui participent à ce... Le quota et le profil aussi de ceux qui participent aux discussions. Vous savez, leur revendication phare, c'est qu'on acte ici et maintenant, avant leur participation au dialogue, la non-éligibilité des autorités de la transition. C'est-à-dire tous ceux qui participent à la gestion de la transition ne doivent pas être candidats aux prochaines élections. Donc, il y a un certain nombre de préalables assez logiques et assez compréhensible également, que c'est réticent à la pause, et je pense qu'on ne peut pas régler ces questions-là si on ne met pas en contribution, notamment les autorités religieuses et tout ce beau monde-là qui compose le groupe des sages, qui essaie de travailler dans l'ombre, de continuer les couloirs pour que le dialogue en cours soit, in fine, un dialogue national inclusif, comme on a dit, souverain, qui permet de prendre un certain nombre de décisions, des décisions qui ne devraient pas être remises en cause. Et le général à la retraite, Guara Lassou, hein, lui c'est un général, il est à la retraite, il est, si on peut le dire, une sorte de passerelle entre l'opposition armée, l'opposition traditionnelle, et puis le pouvoir en place à N'Djamena. En tant qu'ancien, ou bien en tant que général, il peut facilement prendre langue avec les groupes rebelles, par exemple le FAT. Oui, naturellement. C'est pas, ce groupe n'a pas été composé par erreur. C'est ceux qui ont composé ce groupe ont réfléchi au profil des gens qui devraient composer ce groupe-là. Et quand ils étaient en difficulté, notamment le pouvoir de la transition est actuellement en difficulté pour avoir le consensus de la participation de tous. Et donc, il faut faire recours à ce beau monde-là pour ramener. Et vous avez parlé du général Lassou. Lui, il est ayant dirigé pendant longtemps des unités au sein de l'armée. Il sait quel rapport l'armée entretient avec la population, quel rapport l'armée, le pouvoir d'Idriss Déby était un pouvoir militaire. On ne peut pas dire autre chose. Et donc, ayant travaillé, ayant contribué à asseoir un pouvoir militaire depuis longtemps, il sait pourquoi il faut aujourd'hui essayer de composer avec tout le monde quand il s'agit de dialoguer. Et donc, oui, les rebelles, de fait, qui ne sont pas aujourd'hui à la table de discussion, il faut les ramener, et sur qui compter, c'est quelqu'un comme ça, qui connaît le terrain, qui connaît on va dire, les responsables de ce groupe rebelle, qui connaît également un certain nombre de leaders d'opposition, et qui peut prendre également lui aussi jouer sur ses affinités et ses contacts pour essayer de convaincre, s'il en est encore possible, des gens qui sont réticents à participer à ces discussions-là. Alors, les mécontents posent déjà des préalables. Ils réclament la suspension des travaux, la révision des quotas et la qualité des délégués, une définition de la liste des citoyens qui auront ou non droit de vote. Les travaux ont commencé officiellement, c'était mercredi passé, Didier Assogba. Est-ce que vous pensez que le pouvoir de N'Djamena a intérêt à revenir derrière? Mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. La junte militaire au pouvoir au Tchad n'a pas actuellement le choix que de bien faire les choses en même temps pour ne pas avoir à reprendre le même exercice dans quelques mois. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que officiellement les travaux ont démarré, mais bon, pas grand-chose n'a encore démarré. C'est pour ça, je le disais la dernière fois, que actuellement, on est sur la phase préalable ou préparatoire même des discussions. C'est-à-dire, on discute sur le règlement intérieur, la conduite à tenir, la composition des commissions qui devraient mener des discussions sur un certain nombre de sujets qui devraient être confiés à ces commissions-là. Et donc, tant que les discussions proprement dites n'ont pas démarré, ces discussions sont prévues pour démarrer le 30 août prochain. On peut encore avoir
on peut encore avoir un report ou enfin, pousser un peu le délai pour donner beaucoup plus de marge de manœuvre au groupe de sages pour ramener tout ce beau monde-là. Donc, quand au règlement intérieur, chacun peut venir donner son appréhension. Si c'est pas trop, s'il n'y a pas des choses grossières dedans, on peut laisser passer. Mais c'est les discussions proprement dites sur notamment la réforme de l'État, des institutions et beaucoup d'autres sujets également qui sont les sujets les plus importants aujourd'hui. Et ce groupe également, aujourd'hui, est-ce qu'on démarre les discussions, d'accord, mais est-ce qu'on va laisser les militaires seuls au pouvoir continuer à diriger? Il y a également... Il y a cette question, la question de l'inéligibilité des dirigeants actuels de la transition. Naturellement, comme je dis, c'est une question cruciale, mais en attendant qu'on acte l'inéligibilité de ces dirigeants actuels de la transition, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de recomposer l'équipe même de la transition, que cela ne soit plus un conseil militaire de transition, mais un conseil national de transition, c'est-à-dire qu'on recompose même l'équipe de la transition avec des acteurs de l'opposition, de la société civile, des autorités religieuses, pour que au moins l'équipe qui aura à diriger le reste de la transition soit une équipe consensuelle et que les décisions qui vont être prises à l'issue de ce dialogue national inclusif et souverain soient des décisions qui pourront être mises en œuvre facilement par des gens qui ont contribué à les prendre et à les mettre facilement en œuvre. Est-ce qu'à l'issue de ce dialogue, on va laisser seulement les militaires à la tête du pays mettre en œuvre les décisions prises par les participants au dialogue, qui est dit un dialogue souverain? Donc, il y a cette question également. À quoi ça sert d'aller faire des discussions si vous n'êtes pas là pour les mettre en œuvre? Donc, est-ce qu'on ne va pas recomposer l'équipe pour que des opposants ou des organisations de la société civile aient leur place au gouvernement, par exemple, dans le Conseil national de transition? Je veux parler de l'Assemblée nationale de transition, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes possibles à définir dès à présent pour qu'à la fin des discussions, chacun puisse avoir sa place à la table, surtout à la gestion du pays pour la mise en œuvre des discussions. Donc il y a également ce débat-là, et en plus le débat crucial de ceux qui dirigent actuellement, notamment les ministres, les ministres du gouvernement, le Premier ministre et le président de la transition doivent ou auront la possibilité d'être candidats la prochaine fois. S'ils sont des gestionnaires de la transition, à quoi bon qu'ils soient encore candidats pour diriger le pays après la transition? Donc, il y a cette question également qui est une question cruciale qu'il faut acter. Ce n'est pas lors des discussions, parce qu'en Afrique, on maîtrise tous la façon dont ces discussions se déroulent. Si vous n'avez pas un minimum de compromis dès le départ, les discussions, les dialogues ne vont pas véritablement aboutir à ce que vous voulez. On va vous dire que le temps presse, il faut se mettre d'accord sur ici et là, et vous n'aurez pas l'essentiel de ce que vous voulez. Donc, je comprends l'attitude de ceux qui sont encore réticents à s'associer aux discussions, parce que s'ils n'ont pas le minimum sous la main avant d'y aller, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient. Didier Assogba, merci à vous. Excellent week-end. Merci, très bon week-end à tout le monde. Avec vous, on a parlé du Tchad, un groupe de sages pour ramener l'opposition à la table de discussion. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit l'artiste peintre Daté Amouzou.